Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Arnaud Delattre, le président de StarQuest, qui lance un nouveau fonds institutionnel dédié à la protection de l'environnement. 40 mots pour un numérique responsable. C'est le titre d'un livre publié par Frédéric Marchand, le président du groupe Digital for Better. Et c'est le thème de notre débat avec Anne Tozzolino, qui est directrice de projet RSE au groupe La Poste. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Kawa et ses lieux de vie pour créer du lien social dans les centres-villes. Voilà pour les titres, on a 30 minutes, un tout petit peu moins pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Arnaud Delattre, bienvenue. Vous êtes donc le président de StarQuest Capital, vous l'avez créé en 2008 avec Emmanuel Godet. Combien d'entreprises vous avez soutenues, financées depuis? Ça représente quoi? À peu près 120. 120. Oui, plutôt deep tech, plutôt dans la technologie profonde. Très centré sur la thèse de la protection de la planète et du futur contre un certain nombre de nuisances, nuisances environnementales, climatiques, mais aussi nuisances numériques. Ouais. Donc c'est vraiment le point commun de ces entreprises. C'est à la fois l'innovation et la protection de la planète. Vous faites en sorte que ça se marie d'une certaine façon? Oui, nous on pense que c'est par l'innovation technologique que beaucoup de choses vont se passer. Ouais. Enfin, il y a trois leviers puissants. Il y a la technologie, il y a la finance. Bien sûr. Contrôle. Ouais. Et puis il y a le consommateur, vous, moi, le citoyen, qui par son comportement va modifier les choses. Donc nous, on essaye avec la finance de soutenir la technologie pour que le citoyen ait une offre qui lui permette d'agir. Est-ce qu'on peut prendre peut-être un ou deux exemples de financement récents d'entreprises que vous accompagnez? Alors probablement le plus emblématique, c'est Waga Energy, qui est une technologie issue d'Air Liquide qu'on soutient en 2015. Ça n'a jamais été monté au stade industriel, ça a tourné en laboratoire. Donc le métier de Waga, c'est d'aller chercher le biométhane qui sort d'une décharge. Voilà, qui est extrêmement polluant. Le méthane, c'est 84 fois l'effet de serre du CO2, donc c'est vraiment l'urgence. On le pompe, on le purifie et donc on peut l'injecter directement dans le réseau GRDF en France pour une utilisation, que ce soit pour du transport ou pour de la chaleur. Waga a connu un démarrage assez fulgurant, a conquis et a percé des frontières avec des constructions aux États-Unis, au Canada. Vient de faire une introduction en bourse fin 2021 avec un cours qui est en belle progression, avec un petit coup de fatigue là sur les derniers jours, mais ça c'est les marchés d'une façon générale. Et on a identifié 20 000 sites éligibles dans le monde. Donc ça, c'est très utile parce que vous remplacez du gaz russe ou vous remplacez du gaz fossile d'une façon générale. On est en pleine actualité. Comment vous identifiez ces entreprises? Parce que quand on parle de technologie, par définition, des fois on trouve et des fois on n'y arrive pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à quel moment vous intervenez? Comment vous identifiez ces sauts technologiques qui vont nous permettre finalement de trouver des solutions face à la transition écologique? Alors, nous, ça fait près de 13 ans maintenant qu'on écume cet écosystème de l'innovation orientée impact, comme on dit aujourd'hui. Donc on a un sourcing qui vient, soit on va chercher des objets, soit pas mal de matières qui nous remontent, parce qu'on est un peu connu comme étant un des pionniers. Après, une fois qu'on rentre dans un dossier d'un point de vue technologique, nous, on a fait un pari qui est assez propre à StarQuest, c'est que tout passe par l'analyse de l'entrepreneur qu'on a en face de nous. On n'aura jamais les moyens techniques de contre-expertise. Vous n'êtes pas des ingénieurs, vous n'êtes pas... Voilà. Parfois, évidemment, on s'appuie sur des expertises externes. Évidemment, mais le nœud du problème, le centre du problème, c'est de comprendre qui on a en face de nous, si cette personne nous ment ou pas, si elle nous cache ou pas des choses, et surtout si dans le futur et dans la vie commune qu'on va avoir ensemble, elle se comportera bien, en toute transparence, y compris dans les échecs, les résistances, pour trouver des solutions avec nous. Alors vous avez annoncé le 28 avril dernier le premier closing de votre fonds institutionnel StarQuest Protect. C'est quoi peut-être les caractéristiques de ce fonds déjà? Alors c'est un fonds, c'est ce qu'on appelle un FPCI, c'est un fonds institutionnel de 130 millions. Qui a pour vocation d'injecter des tickets de 3 à 10 millions dans ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des séries B. Donc, ce sont des entreprises qui ont franchi les principales étapes de risque et qui connaissent une grosse accélération commerciale. Et donc, on va viser entre 12 et 15 cibles sur cette thèse Protect
qui est essentiellement deux choses. La protection contre le réchauffement climatique, donc là on est beaucoup dans les sujets d'énergie, Waga est un exemple. La protection contre l'épuisement des ressources, vous savez, ce fameux compteur qui fait qu'à partir, je ne sais plus si c'est juillet, août ou septembre, ben, on nous explique qu'on vit à crédit sur la Terre. Donc c'est la durée de vie du produit, c'est l'économie circulaire, c'est le recyclage, c'est les process vertueux, agricoles comme industriels. Et puis en mode mineur, la protection contre les nuisances digitales. On considère que sur le digital, il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne vont pas bien, comme la haine sur Internet par exemple, avec un dossier comme Bodyguard qu'on soutient depuis sa naissance. Quand on parle de fonds institutionnels, qui sont les investisseurs institutionnels de ce fonds? Alors, notre sponsor principal, c'est la Banque des Territoires, donc la Caisse des Dépôts. Derrière, on a pas mal de caisses régionales de crédit agricole, de caisses d'épargne, des mutuelles, Matmut, Groupama, des family office, des familles qui nous soutiennent. Je ne peux pas citer les noms, malheureusement. Mais des familles industrielles puissantes. Mais pour bien comprendre, en quoi ça se différencie de ce que vous faisiez déjà? C'est le stade d'intervention. C'est-à-dire que historiquement, on a plutôt été des acteurs du CID ou de la série A. C'est-à-dire intervenir très tôt, prendre un certain niveau de risque et être capable d'assumer et de porter ces risques jusqu'à une série B. On a été frustrés parce qu'on a eu une belle trajectoire de performance, on a eu pas mal de succès et on était obligé de laisser tomber les dossiers quand ils rentraient en série B, quand ça devenait... Voilà, donc il fallait récolter les fruits. Et donc on a décidé de lancer ce fonds en série B et avec des institutionnels. Historiquement, on a aussi été plutôt financé par du capital de particuliers. On va parler dans notre débat tout à l'heure de numérique responsable. Vous avez un petit peu répondu à la question, mais c'est vraiment l'un des axes d'investissement de ce nouveau fonds? Alors en mineur, on va faire 40% dans l'énergie, 40% dans la protection des ressources et peut-être 20% dans le numérique. Oui, parce qu'on pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Évidemment, tout le monde dit la transition numérique des entreprises, le numérique, c'est le digital. On a 26 licornes et il y en a 25 qui sont digitales. Et donc, c'est très bien, ça marche bien, mais il y a des externalités, il y a des choses qui ne se passent pas bien. Bien sûr. Évidemment, les attaques contre les actifs, évidemment, le piratage des marques et des produits, évidemment, la haine sur Internet. Historiquement, on a connu pas mal de succès aussi dans ce segment-là. On a envie de continuer. Le marché est moins profond et peut-être aussi un petit peu moins, je ne sais pas si on peut dire urgent, mais enfin que le reste. Donc on ne va y dédier que 20% de nos ressources. Mais ça nous paraît être un combat important. Vous parliez des licornes, le fait de effectivement créer ce nouveau fonds pour investir à cet autre stade de la croissance des entreprises. L'objectif, c'est de créer des licornes de la transition écologique, énergétique, sociétale? Alors notre croisade actuelle, c'est effectivement, parce que c'est assez emblématique, c'est de faire de Waga la première licorne industrielle verte. D'accord. Sur les 26 licornes recensées en France, il y a une licorne réellement industrielle, c'est Exotech. Il y a des sujets, enfin des sociétés qui s'occupent de recyclage, comme par exemple Back Market, etc. Mais il n'y a pas vraiment de technologie, de modèle industriel à l'intérieur, c'est des places de marché. Nous, on veut, avec Waga, créer la première licorne industrielle verte et derrière, évidemment, en créer d'autres. Parce que ça nous paraît important dans l'urgence qui nous occupe tous aujourd'hui, qu'on fasse à côté des licornes digitales, des licornes vertes bien sûr, et industrielles. Je rappelle qu'on a quand même un agenda européen qui nous pousse à réindustrialiser les territoires et que ça nous paraît important. Est-ce que c'est, je mets plein de guillemets, mais entre guillemets, plus facile? Est-ce que les crises récentes ont permis finalement d'accélérer cette prise de conscience de l'urgence environnementale et donc de fédérer autour de projets de ce type? Oui, ça a accéléré, c'est sûr. Clairement, quoi. C'est sûr, ça a accéléré. Il y a eu une première vague de ce qu'on appelait à l'époque, pas l'impact, on appelait ça de la clean tech entre 2000 et 2010. Les performances économiques n'étaient pas bonnes. Et en fait, on expliquait avec un peu de peine que parce qu'on faisait du bien à la planète, il fallait accepter une performance économique un peu moindre. Aujourd'hui, ce paradigme, il a sauté. C'est-à-dire aujourd'hui, vous faites du bien à la planète et vous faites de la performance économique, c'est pas irréconciliable. Nous, on fait même partie des gens qui pensent que plus vous ferez du bien au niveau carbone, plus vous aurez de la performance économique. Donc c'est effectivement l'Ukraine comme le Covid ont accéléré ces urgences. Waga qui est dans le gaz, j'ai pas besoin de faire de dessin. Bien sûr. Le gaz russe a poussé cette urgence sur le devant de la scène. Mais l'économie verte, elle est plus chère, en tout cas au départ. C'est Geoffroy Roux de Bézieux qui disait ça sur RTL il y a quelques jours, en début de semaine. Et il demandait à l'État une planification écologique claire. Ça tombe bien, ça fait partie des promesses du président réélu. Pourquoi ça vous semble? Est-ce que vous êtes d'accord d'abord sur le fait que l'économie verte soit plus chère, en tout cas dans un premier temps, et puis ensuite sur la planification pour les entreprises? Alors sur le côté plus cher, c'est vrai.
Mais je dirais comme toute innovation, au départ, vous n'êtes pas compétitif. Rappelez-vous la pente des coûts sur les panneaux solaires. Très très vite, ça a été divisé par un facteur 5, 8, 10. Enfin, ça a été très très rapide. On s'attend à la même chose dans l'hydrogène. On s'attend à la même chose dans pas mal de secteurs. Aujourd'hui, Waga produit un gaz qui peut vivre au prix du marché sans subvention. Donc, là aussi, ces blocages sont en train de sauter. Ceci dit, ce qui est vrai, c'est qu'on souhaite tous avoir des fonds plus longs. Il y a une espèce d'urgence du capital qui cherche à tourner vite, qui est parfois irréconciliable avec des projets qui demandent plus de, en particulier s'ils sont industriels, plus de temps. Sur le côté trajectoire gouvernementale, encadrement, on est en France très encadré, déjà très structuré. La BPI a joué un rôle très positif et très majeur dans tout ce qui s'est passé. Derrière la BPI, c'est l'État. Et donc, je pense que, enfin, ça c'est mon opinion personnelle, on n'a pas besoin de plus de mécanismes. On a besoin de libérer les forces, on a besoin de libérer les énergies. Si j'avais une demande, ça serait de faire sauter des verrous bureaucratiques. Merci beaucoup, merci Arnaud Delattre. Si vous trouvez un ingénieur, quelqu'un qui innove et qui peut nous débarrasser du bruit des travaux de l'immeuble d'à côté, on achète tout de suite, vraiment. Toute la rédaction, toute l'équipe de Bismart achète. Merci beaucoup. Merci Thomas. À bientôt. C'est l'heure de notre débat. Je voulais annoncer, on parle de numérique responsable. Le débat de ce Smart Impact avec Anne Tozzolino, bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice de projet RSE du groupe La Poste et vice-présidente de l'Institut du numérique responsable. Bonjour également à Frédéric Marchand. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président du groupe Digital for Better et vous publiez la deuxième édition de ce guide, votre guide 40 mots pour un numérique responsable, dont la préface est signée par... Postface, pardon, il faut être précis, est signée par Anne Tozzolino. À qui s'adresse ce guide ? Le guide s'adresse en fait à toutes les personnes. J'ai voulu vulgariser en fait cette notion de numérique responsable, pour que tout le monde comprenne en fait l'empreinte qu'était le numérique, comment on pouvait faire différemment, faire mieux. Et donc, c'est pas uniquement des gens qui sont dans le numérique, mais vraiment l'ensemble des parties prenantes. Donc, finalement, toute personne utilise le numérique au quotidien et toute personne dans l'entreprise peut être demandeuse d'un service numérique. Pourquoi une deuxième édition ? C'est peut-être un peu absurde ma question, mais il y a tellement d'innovation dans le secteur que il faut, il y avait besoin de rééditer et de renouveler ce guide. Alors, ça bouge vite et tant mieux. Ça bouge vite d'un point de vue réglementaire. Il y a quand même la loi RIN récemment. Il y a les Green Deal qui viennent de passer au niveau européen également. Donc, il y a le réglementaire qui bouge, mais également les entreprises qui commencent à avancer sur le sujet. Il y a eu des choses qui ont évolué également avec la sortie d'un référentiel général d'éco-conception de services numériques, le RGESN. Et puis, il y a cette prise de conscience grâce à notamment l'observatoire qui est mené par l'ADEME et l'ARCEP sur le numérique responsable. Donc, ça bouge beaucoup, ça a beaucoup bougé, tant mieux j'ai envie de dire. Donc, ça nécessitait en effet une bonne mise à jour. Alors, Anne Tozzolino, vous êtes, je le rappelle, vice-présidente de cet Institut du numérique responsable. Si on définit un peu, c'est quoi le numérique responsable ? Alors c'est une notion très globale, je dirais presque systémique du numérique, c'est-à-dire qu'on va aller travailler effectivement dans le numérique responsable, les impacts socio-sociétaux, en sus de ce qu'on faisait dans le Green IT, parce qu'on parlait Green IT en fait avant, c'est-à-dire la notion environnementale. Et on va aller aussi travailler l'idée que le numérique peut aussi aider à la transition écologique. Il y a aussi les phénomènes de l'éthique, et notamment de l'éthique de l'IA, par exemple, ou de la cybersécurité. Voilà. En fait, ça regroupe tout un tas de sujets, dont la plupart, effectivement, sont un peu réglementés, RGPD, par exemple, Data Act, etc. Mais aussi tout un tas des pans qui ne sont pas encore réglementés, et Frédéric l'a dit, qui sont vraiment en voie de développement. Et pour lequel on prépare un petit peu les organisations. Vous parlez de fracture numérique aussi, ça. Oui, d'inclusion. Quand vous dites sociétal, c'est ça, quoi. Exactement. On parle d'inclusion en termes généraux, mais sur le numérique, on va parler plutôt d'accessibilité numérique notamment. C'est-à-dire rendre le numérique accessible à tous. Je voyais en préparant l'émission cette idée d'un numérique pour un monde meilleur. Ça semble un peu utopique. Frédéric Marchand, et en lisant ça et en prononçant cette phrase, je me dis tout le monde ne pousse pas forcément dans cette direction. Non, tout le monde ne pousse pas dans cette direction. Mais je ne vais pas citer certains des pionniers, des géants, mais voilà, on peut se poser la question. Pas très éthique, en effet, leur approche, pas très respectueux de la planète, et puis ça exclut pas mal. C'est vrai que...
moi, je ne suis pas pour freiner le numérique. Au contraire, il apporte énormément de choses. Et je trouve que quand on fait la balance, c'est plutôt les externalités positives qui sont supérieures aux externalités négatives. Pour autant, il ne s'agit pas d'en faire moins. En tout cas, c'est de le faire mieux, en tout cas. Et il y a vraiment beaucoup à faire. Aujourd'hui, en fait, je fais souvent un parallèle, mais on n'imagine pas un constructeur automobile sortir un véhicule qui fasse abstraction de sa consommation d'essence. C'est exactement ce qu'on fait en numérique. Tous les acteurs numériques font ça. On ne fait absolument aucune éco-conception. On se moque de l'empreinte. Mais ça s'explique par la relative jeunesse du secteur. Par la jeunesse du secteur, relative, je dis. sur le sujet, et puis c'est un secteur qui accélère très vite, on forme très vite, trop vite. C'est pas du tout aujourd'hui dans les programmes des différentes écoles, ce l'est absolument pas. Donc il y a un vrai sujet en fait de formation à l'éco-conception, au-delà de la sensibilisation même à cette empreinte, voilà. Et puis il y a aussi l'empreinte sociale, il n'y a pas que l'empreinte environnementale. C'est un vrai sujet, ça aussi. Anne Tozzolino, si on fait un petit focus sur le groupe La Poste, parce que c'est intéressant de prendre des cas concrets. Ça veut dire quoi un numérique vert, et depuis quand la Poste s'y engage d'une certaine façon? Alors la Poste sur le numérique vert, ça date de 2011. Oui, donc c'est relativement pionnier par rapport à d'autres entreprises. C'est une vieille histoire, effectivement. La Poste, en 2009, elle a décidé effectivement, étant un grand logisticien, un gros propriétaire foncier, finalement, de mesurer l'impact de ses activités. Global. Et on s'est rendu compte, alors bien sûr il y avait des priorités, mais on s'est rendu compte que finalement dans cette évaluation-là, le système d'information avait sa part. Donc on a commencé effectivement à travailler, alors à l'époque uniquement sur la partie environnementale, pour commencer à mesurer l'impact de l'informatique, effectivement, et notamment du parc informatique, tous les équipements du groupe La Poste. Je vous donne un chiffre aujourd'hui, ça représente plus de 800 000 équipements aujourd'hui. Donc on fait cette opération encore aujourd'hui tous les 2 ans. Voilà. Et alors ce qui est intéressant, c'est que comme vous avez cette antériorité, c'est de voir l'évolution. Est-ce que vous avez pu gagner, on va dire réduire en termes d'impact? Alors aujourd'hui, l'empreinte du numérique dans l'empreinte du groupe La Poste, c'est quasiment rien. C'est pas là où se situe l'enjeu, en fait, même si moi, individuellement, en dehors de ma qualité de postière, effectivement, je continue effectivement à m'engager sur ce sujet-là, tant au sein de l'organisation qu'au sein de l'INR, mais c'est quasiment rien. Alors, on essaye d'élargir un petit peu aussi justement nos champs de mesure. On va aller chercher aussi la mesure chez nos fournisseurs. Évidemment, il faut élargir. Voilà. Frédéric Marchand, vous l'avez évoqué, mais sur le fait que finalement tout le monde ne pousse pas dans la même direction et qu'il y a peut-être un manque de formation ou une solution de facilité qui consiste à ne pas se poser la question de la pollution liée au numérique. Mais il y a eu, avec la crise sanitaire, une accélération de la digitalisation, de la numérisation de notre économie, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Sauf que, si je vous entends bien, elle s'est absolument pas fait ou quasiment pas fait en tenant compte de ces enjeux de responsabilité et d'impact. Il y a toujours des policiers dans une crise, vous avez raison, et je pense que ça a mis en évidence des problématiques et un accélérateur des prises de conscience. Ça, c'est chouette. Pour le reste, en fait, je pense qu'on est à un stade où il y a une prise de conscience, mais on n'est pas en stade dans l'action, en fait. Et là, moi, ce que j'aimerais, c'est que l'ensemble des organisations, justement, passent à l'action. En fait, c'est pas juste, OK, j'ai pris conscience que maintenant, il faut agir. Et c'est un peu... Finalement, toutes les entreprises, normalement, ont une obligation de publier sur notamment de l'extra-financier qui prend de plus en plus d'importance dans l'ensemble des organisations. Il y a des obligations, notamment tout ce qui est ESG, environnemental, social et gouvernance, sur lesquelles on va évaluer les entreprises, qu'elles passent à des choses concrètes. Le numérique est quelque chose de très concret. C'est finalement le premier point d'interaction avec l'ensemble de leurs parties prenantes, que ce soit leurs collaborateurs, ses clients, ses sous-traitants. Et donc finalement, si je ne suis pas exemplaire sur le numérique, qui a quand même des externalités négatives assez nombreuses sur mon extra-financier, ça pose souci. Et aujourd'hui, il y a une vraie nécessité de passage à l'action. Mais le premier impact, on est bien d'accord, c'est d'abord les objets. Oui. C'est nos smartphones, nos ordinateurs, nos tablettes. Donc, pour réduire cet impact, il faut faire quoi? Il faut promouvoir le reconditionnement à la seconde main. C'est peut-être le levier le plus important à actionner aujourd'hui auprès des entreprises, auprès des collectivités. La loi a changé, on le sait, mais c'est ça le plus important pour vous? La majeure partie de l'impact, c'est en effet lors de la fabrication des équipements. C'est ça. Donc,
il faut allonger la durée de vie des équipements. Ça nécessite plusieurs choses. Un, c'est de penser à acheter du recyclé quand on le peut, du reconditionné, et puis à donner des secondes vies, etc. Donc il faut d'ailleurs accélérer sur la filière. Aujourd'hui, le gros problème, c'est pas tellement les places de marché pour acheter du reconditionné, c'est que la filière de reconditionné, c'est beaucoup de petits acteurs. Donc ça, il faut accélérer cette filière-là. Donc ça, il y a des choses qui ont été lancées. Mais la deuxième chose, c'est que si vous avez un équipement qui est ancien, mais si les services numériques sont de plus en plus lourds, en fait, le problème, c'est que ça ne marchera pas. Et donc aujourd'hui, si l'ensemble des organisations ne fait pas d'éco-conception, ça ne marche pas. Moi, je prends un exemple. Dans notre organisation, nous n'avons que du matériel recyclé. Moi, le premier, j'ai un PC de 2013. Avec certaines applications numériques, j'y arrive plus. Parce que je ne peux pas faire de montée de version parce que mon PC n'est pas assez puissant. Et comme on n'arrête pas d'alourdir les applications, voilà. Donc en fait, c'est un levier qui est obligatoire pour allonger la durée de vie des équipements. Il est cœur. Si on ne traite pas le sujet de l'éco-conception de services numériques, on n'y arrivera pas. Sur la question de la formation, à la fois une question générale et peut-être ensuite au sein du groupe La Poste, ça veut dire que vous avez dû former, il faut former les collaborateurs au numérique responsable. C'est une idée que les chefs d'entreprise n'ont pas forcément ? Oui, parce que je pense déjà que d'une manière générale, il y a de l'appétence. Vous voyez bien que le sujet quand même est en ébullition depuis, je dirais, 2-3 ans, Frédéric, à peu près. Je pense que tu vois ça aussi comme ça. Donc il y a des demandes. Il y a des demandes de nos collaborateurs et puis je pense aussi qu'il y a des demandes de nos clients. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que finalement on puisse faire le lien entre ce que doit être l'entreprise et ce que veulent nos clients. Et donc le numérique responsable, c'est quand même un outil aujourd'hui différenciant, déjà. Et donc les formations, ça passe... Alors c'est vrai qu'elles ne sont pas encore toutes très techniques, en tout cas sur les besoins techniques que l'on a dans la partie informatique. Mais il faut régulièrement sensibiliser, oui, tout le temps. En fait. Et toujours sur cette formation, en fait, il faut apprendre le code vert, c'est ça non, mais Pas que. Pas que, ça suffit pas. Ah non, parce qu'en fait, quand on réfléchit sur la conception responsable, c'est là où justement les choses ont évolué, c'est qu'on n'est plus uniquement dans le développement, c'est-à-dire dans ce que font nos informaticiens pour développer et mettre en place un applicatif, c'est bien aussi travailler à la conception responsable, c'est-à-dire de l'expression de besoin du client, en pensant jusqu'à sa fin de vie. Et là, on est dans une logique où, finalement, on va passer toutes les briques les unes après les autres, que ce soit l'architecture, l'accessibilité numérique, l'éthique s'il y a de l'IA, etc., etc. Donc, c'est vraiment un concept beaucoup plus global. Sur la formation des futurs, des futurs codeurs, je vais employer ce terme-là, comment expliquez-vous que les écoles le fassent pas, n'aient pas intégré cette dimension aujourd'hui ? Parce que c'est une génération qui est très demandeuse de transition écologique, qui a cet engagement. Ça met du temps, en fait. L'éducation nationale, c'est quand même un mammouth. Ça bouge, je suis désolé, mais voilà. Non, mais il faut dire les choses. Donc, ça met du temps, trop de temps, en fait. C'est un vrai problème. Et en plus, le pire, c'est que les étudiants sont demandeurs. C'est ça qui est incroyable. C'est que, et il y a des écoles qui ont commencé à nous contacter, etc., pour réfléchir à un programme. Mais vous voyez bien qu'elles commencent à réfléchir et que ça sera en place, peut-être dans 2 ans, officiellement, dans leur programme. Et donc, avant que ces étudiants-là sortent formés, en gros, c'est d'ici 5 ans, on commencera réellement à avoir des gens qui sortent d'école et qui ont été formés à ces sujets-là. Donc, c'est un problème. Oui, on va trop lentement, ça c'est certain. Merci beaucoup. Je vous conseille la lecture de ce guide 40 mots pour un numérique responsable. C'est aux éditions Contente. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On passe à Smart Ideas, une start-up à l'honneur, des lieux de vie et une appli pour créer du lien social. Bonjour Kevin André, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Kawa, créé en 2014 avec Alexis Motte. C'était quoi votre idée de départ ? Je suis parti d'un constat sur une situation paradoxale. On est dans un monde très connecté. On a tous nos smartphones, on les utilise de manière intensive et on a un monde en fait de solitude. 7 millions de personnes en France parlent à personne, c'est-à-dire moins de 3 conversations personnelles par an. C'est quand même massif. Et donc on a cette espèce de paradoxe entre un monde ultra connecté et un monde qui se relie mal.
Et donc à partir de ce constat-là, on s'est dit comment on peut contribuer à la question du lien social. Et donc Kawa concrètement, aujourd'hui on est arrivé à la conclusion que Kawa c'est le café, donc c'est le lieu par excellence. C'est un lieu déjà, voilà. Un lieu. Donc c'est le lieu par excellence de la convivialité dans la culture française, mais dans pas mal d'autres cultures. Donc l'idée c'est de créer ou de recréer des cafés, parce qu'il y avait 500 000 cafés dans les années 60 en France, il n'y en a plus que 35 000. Et ça c'était avant le Covid, donc je serais curieux de connaître les statistiques après. Donc l'idée c'est de recréer des lieux de convivialité, de proximité, dans lesquels les gens peuvent échanger. Voilà. Sachant que c'est pas qu'un café, c'est aussi des bureaux partagés. Moi, je préfère le terme français au terme anglais coworking, qui rassemble notamment des acteurs de l'économie sociale. Et puis de la colocation intergénérationnelle, puisque ce qu'on veut faire aussi dans Kawa, notre rêve, c'est faire en sorte que les gens se mélangent dans ces lieux et qu'on arrive à avoir des générations différentes, des gens de convictions différentes, que les gens puissent débattre, notamment dans des contextes politiques, même s'ils sont d'avis différents. Ouais, c'est bien. Vous êtes une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi vous avez fait ce choix? C'est une voie médiane qui vous séduisait d'une certaine façon? Non, moi, c'était vraiment quelque chose de très important pour moi de s'ancrer très clairement dans la loi de 2014, qui donne 3 critères. Finalité sociale, mais aussi lucrativité limitée. En tant que dirigeant, avec Alexis, on s'engage à avoir une lucrativité limitée dans le temps, nos actionnaires aussi. Et puis une gouvernance participative, c'est-à-dire que ce ne sont pas que les actionnaires qui participent, il y a aussi d'autres parties prenantes. Moi, je me réjouis qu'on parle beaucoup d'impact, c'est une excellente chose. Il faut juste s'assurer qu'on est sérieux sur ces questions-là, notamment sur les questions de lucrativité, sur les questions de gouvernance. Voilà, donc pour moi, c'était très important de m'inscrire dans un cadre qui existe, qui a été défini par la loi 2014. Kawa, c'est aussi une application, on y trouve quoi? Notre intuition aussi, c'est que le numérique n'est pas un ennemi du tout. Il doit juste être au service d'une rencontre présentielle. Et donc, dans cette application, vous trouvez des rencontres, des événements en fait. Des événements, ça, vous pouvez créer votre événement, vous pouvez vous inscrire à un événement. Et l'idée, c'est aussi de pousser les prochains événements et de faire en sorte que les gens soient autonomes dans la création d'événements et d'activités à l'échelle locale. Vous en êtes où il y a combien de cafés ou de cités Kawa? Je ne sais pas quel terme vous employez. En fait, on a un premier lieu à Paris, on est en phase d'essaimage, on a levé des fonds pour ça. Donc on a un deuxième projet à Lille, dans une métropole, et on a un troisième projet à Douai, et ça c'est important de le dire, parce que notre ambition, c'est pas seulement de créer des lieux dans des métropoles, mais aussi dans des villes moyennes, parce qu'il y a un vrai enjeu de revitalisation des centres-villes de villes moyennes, il y a une vacance commerciale très forte. Donc voilà, notre projet c'est d'ouvrir 5 lieux par an. Et donc on est en train aussi de continuer à lever des fonds, notamment pour acheter les immeubles, puisque ce qu'on voudrait, c'est créer un alignement entre l'exploitation, ce qu'on fait, et l'immobilier, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a ce programme qui s'appelle Action Cœur de Ville. Vous inscrivez dans cette logique-là? J'ai entendu, je crois, le mot Banque des territoires tout à l'heure. Voilà, c'est exactement ça. C'est l'idée de s'inscrire dans ce programme qui vise à soutenir exactement la vitalité des centres-villes de villes moyennes. Et donc ça veut dire que vos partenaires, ce sont souvent les collectivités locales, les mairies, quoi. On ne fait rien sur un territoire sans avoir d'abord discuté avec la collectivité locale, avec le maire ou la maire, et s'assurer qu'il y a un désir, entre guillemets, ou qu'il y a un besoin autour d'un lieu Kawa. C'est vraiment notre première démarche. À Douai, c'est ce qu'on a fait, à Lille aussi. Et il est hors de question de construire un Kawa seul. On le construit avec les acteurs locaux, avec les collectivités locales, et on s'appuie sur des acteurs nationaux d'ailleurs qui organisent ce type de coopération, comme Bleu Blanc Zep par exemple. L'idée, c'est vraiment d'amener un projet collectif sur le territoire. Merci beaucoup, merci à vous. Kevin, André, bon vent à vos lieux, à vos cités Kawa. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.